Implanté au sein du plus grand hôpital de France, l'Institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière occupe une place majeure, constituant un centre de référence et de recours sur la région Île-de-France et au-delà pour toutes les pathologies cardiaques de l'adulte. L'Institut de cardiologie rend accessibles toutes les expertises et innovations pour offrir aux patients un maximum de chances de guérison. Une recherche clinique de haut niveau donne une visibilité internationale aux équipes de cardiologie. L'Institut de cardiologie rassemble au sein du même bâtiment toutes les expertises médicales, interventionnelles, rythmologiques, radiologiques, chirurgicales et réanimatoires. L'Institut de cardiologie est composé de 6 unités fonctionnelles correspondant à des parcours patients différents. La consultation et les explorations non invasives, l'UCASAR pour toute la cardiologie debout, ambulatoire, programmée ou non, le plateau technique interventionnel pour tous les gestes interventionnels coronaires, structurels ou rythmologiques, l'unité d'hospitalisation de cardiologie, l'unité de rythmologie et l'unité de soins intensifs de cardiologie pour toutes les urgences cardiaques. Dans toutes ces unités, les équipes soignantes prennent en charge les patients avec expertise et humanité, malgré les situations parfois difficiles, urgentes et complexes. Aux côtés des équipes soignantes, les équipes de recherche clinique participent activement à l'optimisation des soins en proposant aux patients les innovations techniques, médicales ou chirurgicales, toujours en collaboration avec les médecins les prenant en charge. La formation des plus jeunes médecins et infirmières est aussi une responsabilité universitaire de l'Institut de cardiologie pour former au mieux les cardiologues et infirmières de demain. Le groupe Action, présidé par le professeur Gilles Montelesco, fédère les professionnels, patients et grand public dans le but de faire avancer la connaissance, l'information, la formation, la prévention et la recherche sur les pathologies cardiovasculaires par le biais de 4 structures: Action Fonds, Action Cœur, Forme-Action et Parole et Réaction. Le fonds de dotation du groupe Action attribue des bourses aux jeunes cardiologues en formation, aux infirmières et aux psychologues dans le cadre de leurs missions et projets de recherche ou d'éducation. Il conduit et ou soutient des actions scientifiques de recherche clinique ou fondamentale pour l'amélioration des connaissances médicales dans le domaine cardiovasculaire. Il mène des actions d'enseignement, de formation et d'éducation liées à la prévention des risques cardiaques et à l'éducation sanitaire, et il informe via des publications scientifiques, éducatives et techniques autour de thématiques ayant trait à la recherche médicale, technologique, pharmacologique, diagnostique ou thérapeutique pour une meilleure compréhension et une meilleure diffusion de l'information auprès des professionnels de santé, des patients et du grand public. Il fait aussi connaître le groupe Action et encourage les donateurs et mécènes à s'associer à notre lutte contre le fléau des maladies cardiovasculaires. Enfin, il abrite et soutient financièrement le groupe de patients Parole et Réaction. Action Cœur est un groupe académique indépendant ou ARO à but non lucratif créé en 2007. Action Cœur est basé à l'Institut de cardiologie au sein du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. Représentant une structure unique pour faire avancer l'état des connaissances, le groupe s'appuie sur un réseau national et international d'investigateurs pour mener à bien des études dans le respect des délais et des budgets. Il s'appuie également sur des experts en méthodologie et statistique et une volonté forte pour agir et innover afin d'améliorer les soins courants et le pronostic des patients en menant des études qui répondent à des questions importantes pour les patients, la meilleure expertise dans le domaine cardiologique et notamment dans les syndromes coronariens, les antithrombotiques, les antiplaquettaires, la génétique, la rythmologie, les maladies valvulaires, les procédures interventionnelles, les tests diagnostiques, le métabolisme et la nutrition. Les missions de Forme-Action sont de promouvoir la formation, la diffusion de l'information, l'éducation des professionnels de santé, jeunes médecins en formation, externes et internes, infirmières, mais aussi des patients et du grand public. Cette mission s'exerce au quotidien au sein de l'Institut de cardiologie lors de réunions dédiées d'enseignement ou d'information, mais également à distance, toujours avec la même qualité. Parole et Réaction organisent des événements à destination des patients, proches et grand public. Des journées de dépistage et de sensibilisation, des groupes de parole, des ateliers culinaires, des visites de musées, du yoga ou encore de la sophrologie. Les questions, échanges et réactions contribuent à améliorer la vie des patients, de leur entourage,
mais aussi de tous ceux qui veulent prendre soin de leur santé cardiovasculaire. La participation active des patients, des proches et du grand public aide l'équipe médicale à orienter ses axes de recherche et de prévention. Des conseils et des informations pratiques sont très régulièrement proposés. Rejoignez gratuitement l'association qui propose des informations fiables et transparentes sur ces pathologies, des événements participatifs et interactifs, des newsletters et de la prévention cardiovasculaire. Alors on a créé 6 unités fonctionnelles dans ce département qui correspondent en fait à 6 parcours patients. Et l'idée c'est ça, c'est d'avoir des parcours patients dans chacune de ces unités. Ça va aller de l'ambulatoire qui accueille les patients qui ne vont pas dormir à l'hôpital, à l'urgence qui va passer par les soins intensifs de cardiologie, au plateau technique où les actes les plus sophistiqués vont se réaliser, à la rythmologie où on a une spécialité dans la spécialité pour traiter ces patients-là, et à la consultation par exemple. Donc en fait ces unités fonctionnelles correspondent à la manière d'accueillir les patients dans ce département. L'Institut de cardiologie, c'est le plus grand centre de cardiologie en Île-de-France. Et donc il a ses responsabilités qui sont d'accueillir le plus de patients possible dans cet institut pour les prendre en charge le mieux possible, le plus rapidement possible, de manière la plus efficace possible. Il y a 2 grands phares que je donne à mes collègues et à mon personnel soignant. Il y a 2 grands phares pour faire entrer ces patients dans le port et les gérer au mieux et qu'ils puissent quitter le port à un moment donné en bonne santé. Le premier phare, c'est l'expertise. Il faut qu'on travaille ici avec des gens qui ont une expertise maximale. Donc on va prendre les meilleurs et on va upgrader en permanence le personnel, qu'il soit paramédical ou médical, pour qu'il soit au niveau le plus élevé en niveau d'expertise. Le deuxième phare pour entrer dans le port, c'est l'humanité. Et il faut que ce personnel ait du temps pour prendre en charge les patients sur le plan de l'humain. C'est de plus en plus difficile parce qu'on est inondé par l'administration, on est inondé par le temps informatique, et que le temps se réduit comme une peau de chagrin pour ce temps privilégié qu'on doit passer avec les patients. Mais on va sauvegarder ça de telle manière que les 2 phares sont allumés pour entrer dans le port, prendre soin des patients et quitter le port avec les meilleurs soins possibles, mais aussi la meilleure relation possible avec les patients. Alors, il y a une plus-value évidente quand on entre dans l'Institut de cardiologie, c'est que vous avez au même endroit toute la cardiologie disponible, en tout cas toute la cardiologie adulte. On ne traite pas les enfants à l'Institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière. Par contre, toute la cardiologie adulte peut se faire ici, quelle qu'elle soit, avec le meilleur niveau de soins possible. Et ça, c'est un énorme avantage. À quoi ressemblera l'Institut de cardiologie dans le futur, dans 10 ans? Je pense qu'il aura une autre allure. Je pense qu'il faudra encore plus de taille à cet institut. Cet institut est déjà trop petit. Il souffre déjà d'exiguïté parce qu'il attire bien évidemment et que les murs sont ce qu'ils sont et qu'on ne peut pas les repousser. Et donc on voit venir des médecins d'ailleurs qui ont besoin et envie de travailler ici et dont nous avons besoin pour avancer. On voit arriver de plus en plus de patients. On a des services qui nous ont rejoints de chirurgie vasculaire, de radiologie, qui sont extrêmement importants. Et ce n'est pas seulement la cardiologie, c'est la chirurgie cardiaque, la réanimation, la radiologie, la recherche. Et on a besoin de plus de place. Et moi, j'imagine la cardiologie à Paris avec un très gros centre qui fasse au moins 2 fois la taille de l'Institut de cardiologie et où on puisse tout faire, tout mettre et tout prendre en charge. Et les centres autour viendraient travailler avec nous, auraient des centres plus petits où ils pourraient accueillir les patients, mais viendraient avec leurs patients et repartiraient dans leur centre plus petit. Et c'est un énorme avantage, parce que vous aurez
une masse critique suffisante pour que les charges les plus lourdes, on ne se rend pas compte, mais les charges les plus lourdes que sont les gardes, les astreintes, les week-ends, ne soient plus un problème. Il y aura suffisamment de monde dans ce centre pour que les charges les plus lourdes et les stress les plus importants ne soient plus un problème pour le personnel soignant. Alors notre unité au sein de l'Institut de cardiologie, son principal objectif c'est la prise en charge des urgences qui nécessitent une intervention, et en particulier les urgences coronaires comme l'infarctus et puis les urgences rythmologiques comme les orages rythmiques. Donc c'est notre vocation, donc on le fait, et pour cette vocation on est centre de référence et centre de dernier recours, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en équipe. Donc par ailleurs on fait les interventions classiques programmées pour les interventions cardiaques, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit les valves, les coronaires, la rythmologie ou les anomalies des cloisons. Donc on est capable de prendre tout en charge. Voilà, on a à peu près 70 professionnels qui travaillent, et je pense qu'à l'avenir, ça sera encore plus parce qu'on ne fait que grossir. On a un bassin de population d'à peu près 1,5 million de personnes. Et évidemment, on travaille avec le SAMU, avec les chirurgiens, avec les réanimateurs, et c'est notre vocation. Tout d'abord, cette unité accueille des patients qui sont extrêmement graves. Le SAMU et les centres associés, les centres périphériques, nous envoient des patients qui sont en choc cardiogénique, qui nécessitent non seulement un cardiologue interventionnel, mais aussi des réanimateurs et des chirurgiens cardiaques pour former une shock team. Donc c'est un élément très important de cette unité, et c'est ce pourquoi on est connu. On prend en charge aussi des patients qui vont faire un orage rythmique, qui vont nécessiter des rythmologues, des cardiologues, des réanimateurs. On prend en charge des patients complexes avec des maladies coronaires évoluées ou avec des pathologies structurelles du cœur telles que le FOP ou la CIA. Qui dit patient grave et complexe dit équipe ultra spécialisée et ultra entraînée. On a la chance de travailler avec des infirmières, des manip radio, des techniciens qui savent manier les technologies, qui savent s'occuper des patients, et c'est extrêmement important. Qui dit patient complexe dit aussi haute technologie, et donc dans chacune des salles on a l'opportunité d'être appuyé par un échographiste et une imagerie de pointe, que ce soit l'échographie transœsophagienne ou même l'échographie intracardiaque, pour guider ces procédures. Et enfin, qui dit patient grave et complexe dit pluridisciplinarité, multidisciplinarité avec les chirurgiens, les réanimateurs, les rythmologues, les cardiologues interventionnels, et c'est vraiment ce qui fait la particularité de cette unité. Alors pour les patients qui ont une urgence vitale, c'est quand même une unité où on va leur sauver la vie. Donc je pense que c'est une plus-value qui est quand même importante, hein, et comme je l'ai dit, on est centre de référence pour le choc cardiogénique et les orages rythmiques. L'autre plus-value pour les pathologies plus classiques, c'est qu'on est capable de faire un diagnostic, et pour le patient c'est rassurant, et le plus souvent on est capable de les traiter. Et enfin, pour les professionnels qui y travaillent, c'est l'émulation de travailler en équipe, c'est l'innovation, et pour les plus jeunes, c'est la formation. Je pense que c'est la vocation de toute équipe hospitalière universitaire, et c'est ce qu'on essaye de faire de notre mieux. Et on voit qu'on agit un peu comme un aimant, puisqu'on a de plus en plus de professionnels qui viennent travailler et qui veulent travailler avec nous, et je pense que c'est rassurant pour les patients qu'on prend en charge. L'USIC de la Pitié-Salpêtrière est donc une unité de soins intensifs de grande taille, et qui prend en charge à peu près 50% des infarctus et des urgences cardiaques parisiennes. Donc on a un gros volume et des patients très lourds, et donc la pathologie coronaire fait partie donc de la majorité de nos patients. Pathologie coronaire aiguë, donc l'infarctus,
en urgence et qui est une pathologie grave en l'absence de soins. Donc tout l'objectif de notre prise en charge, c'est de transformer cette trajectoire d'un patient pour qu'il puisse rentrer à domicile sans séquelles. Et donc cela, ça passe par une prise en charge très rapide, un plateau technique qui va permettre de traiter la cause, revasculariser l'artère, et ensuite une prise en charge par les soins des soins intensifs, plus ou moins une réadaptation cardiovasculaire en fonction des séquelles, et bien sûr un suivi de ville, une continuation avec le cardiologue de proximité et le médecin traitant pour que le patient soit suivi à vie et qu'il bénéficie d'une prévention secondaire pour bien sûr éviter les récidives et les complications. Donc nous prenons en charge en priorité les patients adressés par le SAMU, très souvent, mais également les patients qui sont dans les services d'urgence. Par ailleurs, nous sommes un centre de référence régionale pour les maladies cardiaques les plus graves. Donc nous accueillons également des patients adressés d'autres services de cardiologie dans la région et même plus loin parfois. La prise en charge des pathologies cardiaques les plus graves nécessite évidemment un travail collaboratif important, et notamment grâce à la collaboration avec des experts dans différentes spécialités. Donc premièrement les médecins aux soins intensifs, intensivistes, les médecins en cardiologie interventionnelle, qu'ils soient coronaires ou structurels, les médecins en rythmologie. Nous sommes également un centre de référence pour l'insuffisance cardiaque terminale avec des experts en transplantation cardiaque, que ce soit pour les pathologies valvulaires, les pontages, mais également il y a une expertise particulière dans ce centre pour tout ce qui est assistance circulatoire, cœur artificiel. Enfin, nous avons développé une expertise particulière également dans la prise en charge des myocardites et des maladies valvulaires complexes. La collaboration avec l'ensemble de ces spécialistes experts dans différents domaines permet la prise en charge la plus complète de ces patients avec des pathologies cardiaques graves. Alors la plus-value, c'est que la Pitié-Salpêtrière et l'Institut du Cœur est un bâtiment exceptionnel qui a été créé par Christian Cabrol et qui regroupe en fait une multiplicité de talents et d'experts humains associés à un plateau technique et qui est au mieux de ce qu'on puisse faire en cardiologie, donc qui permet en fait de traiter toutes les pathologies de l'adulte. Donc c'est cette collaboration dans un lieu unique, avec une géographie qui fait qu'on a à tous les étages les experts du domaine, quels qu'ils soient, qu'on a besoin de personne d'autre, qui fait que cette prise en charge est optimale, à condition bien sûr d'arriver dans nos murs à temps. Et l'autre plan qui fait que notre bâtiment est assez unique, c'est la recherche cardiovasculaire qui est de haut niveau dans le bâtiment, à la fois nationale et internationale, qui permet de garder donc une notoriété et une avance sur les soins prodigués aux patients. Malgré le développement nécessaire de la cardiologie ambulatoire, de nombreux patients atteints de maladies cardiaques nécessitent une admission de quelques jours. L'unité d'hospitalisation a pour vocation de répondre à ce besoin. Elle comprend 40 chambres. Cette unité peut accueillir des malades qui nous sont adressés en urgence. Pour les malades plus stables, l'organisation de l'hospitalisation peut être programmée sur quelques jours pour faire le point, un bilan. Et cela est particulièrement adapté aux patients qui nous sont adressés pour second avis ou prise en charge ultra spécialisée à partir de la grande couronne parisienne ou de province. Nous avons vocation à prendre en charge toutes les maladies cardiaques, et ce, quel que soit le stade évolutif de la maladie. À titre d'exemple, nous prenons en charge des patients insuffisants cardiaques. Nous réalisons le bilan initial en hospitalisation pour rechercher la cause de la maladie. Nous instaurons le traitement et nous pouvons être amenés à prendre en charge de nouveau ces patients au cours du suivi
pour traiter d'éventuelles décompensations et rediscuter les modalités de prise en charge. On a vocation également à discuter avec l'équipe de chirurgie cardiaque et les réanimateurs de l'opportunité éventuelle et le moment optimal de recourir à des assistances circulatoires, voire de recourir à la transplantation cardiaque. Les patients atteints de dysfonctionnement des valves du cœur occupent également une grande partie de notre temps. Parmi toutes les ressources et les techniques thérapeutiques disponibles, l'enjeu est de choisir et de réaliser la bonne technique au bon moment pour le bon patient. Nous sommes également un centre expert reconnu dans la prise en charge des atteintes infectieuses du cœur, l'endocardite infectieuse. C'est une maladie rare et grave qui nécessite une prise en charge par des équipes très expérimentées. La prise en charge des patients dans l'unité implique de très nombreux professionnels, c'est évidemment un travail d'équipe. Concernant l'équipe médicale, elle est constituée de cardiologues, mais nous échangeons au quotidien avec d'autres collègues au sein même de l'Institut de cardiologie. Je pense aux chirurgiens cardiaques, aux réanimateurs, aux collègues anesthésistes ou bien radiologues. Évidemment, au besoin, nous avons également recours aux nombreux autres spécialistes de la Pitié-Salpêtrière. Je pense par exemple aux neurologues, aux néphrologues ou bien aux médecins spécialisés en médecine interne. Dans l'unité, je dois souligner l'implication fondamentale de nos collègues paramédicaux, notre encadrement, nos infirmières, nos aides-soignantes, et je dois souligner également l'implication des secrétaires hospitalières, des secrétaires médicales qui assurent la transition avec les collègues médecins de ville, cardiologues, et puis des kinésithérapeutes, et puis nos diététiciennes et du service social. Pour coordonner les prises en charge, nous avons une réunion quotidienne où tous les patients sont discutés afin de préciser à la fois la prise en charge thérapeutique. Nous discutons également la suite des choses, notamment les prises en charge sociales et le suivi post-hospitalisation. Je dois dire qu'on a des collaborations fructueuses avec des services de réadaptation et de suivi post-hospitalisation. On a également une collaboration étroite avec des centres de suivi et des réseaux de suivi en ville de ces patients. Nous sommes également, avec l'ensemble de l'équipe, très à l'écoute des familles et des patients. Notre objectif est de pouvoir proposer aux patients une prise en charge de cardiologie de pointe, avec le maximum de sécurité, mais aussi avec beaucoup d'humanité. Donc pour chez nous, les consultations de cardiologie et le plateau technique non invasif sont regroupés au rez-de-chaussée de l'Institut de cardiologie, ce qui facilite le parcours de soins du patient. Notre hôpital, c'est un hôpital de proximité, mais il accueille aussi de nombreux patients de la France entière, compte tenu des nombreux centres d'expertise dans l'hôpital. Donc nous avons un plateau technique non invasif qui regroupe le test d'effort, le Holter ECG, l'échographie cardiaque et le Doppler vasculaire. Alors avec 7 salles d'examen d'échographie cardiaque, nous faisons environ 15 000 échographies par an. Ces échographies sont réalisées pour les patients de cardiologie, mais aussi pour les patients des autres services de l'hôpital, que les patients soient hospitalisés ou en fait qu'ils soient en ambulatoire. L'échographie transthoracique, c'est devenu en fait l'examen de base après l'ECG en cardiologie. Et nous faisons des échographies dans les bilans des cardiopathies ischémiques, des cardiopathies valvulaires, des cardiopathies hypertensives, mais aussi pour les cardiomyopathies héréditaires et pour le suivi des patients insuffisants cardiaques. Nous pratiquons des échographies cardiaques de stress en privilégiant la réalisation d'efforts physiques, si le patient le peut, car c'est plus physiologique. Le but de cet examen est de rechercher une anomalie de la contraction du cœur à l'effort qui serait en faveur d'une ischémie myocardique et possiblement d'une lésion coronaire qu'on pourra prendre en charge. Nous réalisons aussi des échographies transœsophagiennes qui sont faites dans le bilan des cardiopathies valvulaires, dans le bilan des accidents vasculaires cérébraux et à la recherche d'endocardite. Ces examens sont faits sous anesthésie locale et on a une infirmière qui s'est récemment formée à l'hypnose pour le réaliser dans les meilleures conditions possibles. Si nécessaire, on peut le faire sous anesthésie générale.
En salle de cathétérisme cardiaque, nous pratiquons aussi des échographies au cours des procédures structurelles, notamment le traitement percutané des fuites mitrales sévères ou la fermeture des foramen ovales perméables ou de l'auricule gauche. Les tests d'effort sont réalisés sur vélo ou sur tapis. On réalise des épreuves fonctionnelles cardio-respiratoires avec mesure de la VO2 max pour nos patients insuffisants cardiaques pour mesurer leur capacité à l'effort. Donc nous avons développé la cardiologie du sport avec le professeur Hatem. Ce plateau technique très diversifié et expert nous permet d'évaluer des sportifs de haut niveau, mais aussi nos patients cardiaques avant la reprise d'activité physique. Alors, la plus-value de cette unité, c'est de proposer finalement une évaluation complète et experte pour toutes les pathologies cardiologiques. Nous suivons de nombreux patients en consultation, mais aussi depuis peu à distance, avec création d'une unité de télésurveillance. Cette unité est composée de médecins et d'infirmières, et nous suivons des patients insuffisants cardiaques et des patients porteurs de défibrillateurs implantables. Alors notre unité déjà est une unité spécialisée dans la prise en charge des patients qui ont des troubles du rythme. Notre unité est composée de 25 lits, dont 12 lits de soins intensifs qui sont vraiment dédiés à la prise en charge, que ça soit programmé ou en urgence, de tout type de patients qui ont des troubles du rythme, soit des arythmies, soit des bradycardies graves. Donc en fait, une des plus-values, c'est le fait qu'il y a une intégration de notre unité au sein de ce très beau bâtiment qui est l'Institut de cardiologie, qui permet en fait un travail vraiment très collaboratif et surtout qui nous permet, en particulier avec le travail avec la chirurgie cardiaque, de faire en sorte qu'on soit un centre vraiment d'expertise et qui permet aussi de prendre en charge des patients particulièrement lourds, qui présentent des arythmies graves et qui peuvent nécessiter parfois des soins de chirurgie cardiaque ou de réanimation. Donc il y a plusieurs axes qui sont développés. Déjà, il y a l'axe de l'ablation. Nous, en tant qu'unité de rythmologie à Pitié-Salpêtrière, on est le premier centre en termes d'activité publique en Île-de-France. Donc, on a vraiment développé cette expertise. Et on développe aussi des expertises d'ablation très spécialisées, en particulier sur la fibrillation atriale, ce qu'on appelle des ablations hybrides, en collaboration avec les chirurgiens, qui permet en fait de prendre en charge des patients qui ont des fibrillations atriales vraiment récalcitrantes, difficiles à traiter et avec lesquelles on obtient vraiment des très bons résultats. Et puis on développe aussi des activités d'expertise sur les extractions de matériel. Ça aussi c'est en collaboration avec nos collègues chirurgiens. Le fait aussi qu'on soit intégré à la Pitié-Salpêtrière fait que l'on est intégré dans le centre de référence des maladies cardiaques héréditaires. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet de prendre en charge des malades qui ont ces arythmies très particulières, qui sont parfois graves, à risque de mort subite. Et donc, nous, au sein du centre, on est plusieurs médecins rythmologues à être spécialisés dans la prise en charge de ces patients-là. Et ça, c'est aussi une plus-value et une expertise que l'on a développée au sein de la Pitié. Notre métier à nous, c'est à la fois de guérir ces troubles du rythme, mais également de les prévenir. Alors d'abord, les prévenir, ça passe par identifier les patients à risque d'avoir ces troubles du rythme. Lorsque l'on considère pour diverses raisons qu'un patient donné est à risque de présenter un trouble du rythme, on peut lui proposer l'implantation d'un défibrillateur, qui est une prothèse cardiaque qui écoute le rythme en permanence et qui est dotée d'une certaine intelligence et qui peut distinguer les accélérations qui sont physiologiques de celles qui sont pathologiques. L'autre versant de notre métier, c'est de guérir, donc c'est de traiter ces troubles du rythme. Et en fonction de leur localisation et de leurs caractéristiques, on peut leur proposer soit des solutions pharmacologiques, ou bien on peut leur proposer un traitement interventionnel. Et donc ces interventions se passent soit sous anesthésie générale, soit sous anesthésie locale, et en utilisant des cathéters particuliers qui délivrent une énergie thermique, soit par le froid, c'est la cryothérapie,
soit par le chaud, c'est la radiofréquence, on va brûler, cautériser la petite zone avec une précision de l'ordre millimétrique, la petite zone à l'origine d'arythmie, mais avec généralement d'excellents résultats au long terme. Donc l'unité de cardiologie ambulatoire sans ou avec rendez-vous, l'UCASAR, a été créée en janvier 2021 sous l'impulsion de Gilles Montalesco, dans le but de fournir dans un même lieu et sur une même journée un service de diagnostic rapide et un service thérapeutique ambulatoire. On prend donc en charge des patients pour un geste interventionnel ou non interventionnel ambulatoire et des patients sans rendez-vous. Le pourquoi de cette unité, c'est évidemment renforcer les relations ville-hôpital et les interactions qu'on peut avoir avec la ville. C'est bien sûr décharger les urgences, rendre un service médical transversal fort sur le groupe hospitalier. Et puis c'est aussi, et un peu à l'image de cette unité, offrir aux patients un lieu un peu différent, un cadre un petit peu différent, et permettre sur une journée d'offrir l'ensemble du plateau technique de la Pitié-Salpêtrière, qui est un plateau technique lourd. Depuis sa création, on a pu prendre en charge donc, sur 6 mois près de 3000 malades, la moitié sur des actes ambulatoires interventionnels, que ce soit des actes de rythmologie, des actes structurels ou des actes de coronaire. Et je pense que le professeur Collet a parlé de l'interaction forte qu'on avait avec le plateau technique du premier étage. Et puis, on accueille également donc, des patients pour des symptômes thoraciques aigus, douleurs thoraciques, dyspnées aiguës, qui viennent de la ville, qui viennent par leurs propres moyens sur le groupe et qu'on accueille donc sans rendez-vous et pour lequel on arrive à avoir donc, un diagnostic et une orientation dans la journée. Alors sa plus-value, elle est de 2 ordres. La première, c'est si vous avez besoin d'une intervention cardiologique, que ce soit une intervention coronaire ou une intervention structurelle, avec notamment la fermeture percutanée de foramen ovale perméable, ou une intervention rythmologique avec des changements de boîtier de pacemaker, des explorations électrophysiologiques, des ablations de troubles du rythme. Ces interventions peuvent être réalisées en ambulatoire, ce qui vous permet de venir le matin, d'avoir l'intervention et de rentrer chez vous le soir même, ce qui est beaucoup plus confortable pour le patient. Le deuxième intérêt pour le patient, c'est si vous avez besoin d'une évaluation cardiologique rapide, on peut vous évaluer le jour même dans ce plateau technique qui est complet, avec l'ensemble des examens cardiologiques qui sont immédiatement à disposition, et on peut donc vous donner rapidement une réponse sur votre situation et vous offrir une prise en charge, le tout dans un contexte et un cadre assez agréable. L'unité vous accueille du lundi au vendredi, de 7h à 20h30. Paroles et réactions, c'est une association qui a pour vocation d'accompagner les patients cardiovasculaires de l'Institut de cardiologie, mais aussi toutes les personnes proches de ces patients ou même le public qui serait intéressé par ce sujet. Nous mettons en place différentes formes d'accompagnement à l'égard de ce public de patients. Des groupes de parole, des ateliers d'aide à la nutrition, savoir comment se nourrir correctement quand on a ce type de pathologie. Et nous mettons également en place des ateliers pour faire du yoga ou des ateliers de sophrologie. Et nous adressons aussi très régulièrement des lettres d'information sur ces sujets à nos adhérents pour qu'ils puissent continuer à être informés sur les sujets qui les concernent au premier chef. Voilà.
Je suis le professeur Gilles Montalesco, je suis cardiologue. Je dirige le service de cardiologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui est le plus gros hôpital de ce pays. On a créé un fonds de dotation qui s'appelle Action et qui a deux grandes actions qui sont la première de faire de la recherche cardiovasculaire à un haut niveau international et la deuxième de faire de la prévention cardiovasculaire au quotidien. On a mené un programme qui s'appelle Action en entreprise où on se déplace là où sont les gens le jour, où ils travaillent et où on mène des actions de prévention, on les sensibilise, on leur apprend ce que c'est que la santé cardiovasculaire, on leur apprend ce que sont les signaux symptômes, c'est-à-dire ce qui doit inquiéter et ne pas être négligé pour être pris en charge correctement et rapidement sur un accident vasculaire, qu'il soit cérébral ou coronaire. C'est des événements qui doivent être pris en charge très rapidement parce que plus le temps passe, plus les dégâts malheureusement sont importants. Et puis on apprend les gestes qui sauvent et puis on apprend à évaluer pour chacun d'entre nous son mode de vie et son risque cardiovasculaire et comment on peut le faire baisser assez simplement. Et quand les messages sont reçus par une personne, en général, ils sont reçus par plus que cela parce que cette personne en parle autour d'elle et en particulier à la famille. Et donc ça fait boule de neige. Et donc c'est une action qui nous plaît beaucoup parce que là on s'adresse à des gens qui sont en bonne santé et on veut qu'ils le restent. Lacoste c'est particulier parce que c'est a priori l'image de Lacoste c'est quand même l'image de la bonne santé, de l'exercice physique, du sport, et on se dit mais comment il pourrait être intéressé dans une affaire comme ça? Et bien, en fait, la sensibilité n'est peut-être pas forcément aussi bonne sur d'autres facteurs de risque. Il y a des fumeurs chez Lacoste, il y a des comportements alimentaires qui ne sont pas dignes d'une vraie prévention cardiovasculaire. Et puis il y a la même méconnaissance qu'on trouve partout des signaux d'alerte qui ne sont pas connus, reconnus ou négligés lorsqu'ils surviennent. Si on devait choisir quelques mesures de prévention cardiovasculaire, je dirais que premièrement, le grand coupable de ces accidents vasculaires, c'est quand même le tabac. On est en tête en Europe sur les pourcentages de fumeurs et donc il faut se prendre en charge soi-même. L'État le fait assez mal. La deuxième chose, c'est l'alimentation. On peut changer son mode de vie avec plaisir et changer son alimentation pour une prévention cardiovasculaire. On fait un grand pas quand on fait ça. On peut commencer par le régime méditerranéen, qui est un type d'alimentation qui fait de la prévention cardiovasculaire soi-même et qui est délicieux. Le troisième conseil que je dirais, c'est regardez votre famille. Vous êtes à risque de faire les maladies qu'ont fait vos parents, vos frères et sœurs, vos oncles et tantes. Quand vous aurez regardé aussi le profil de ces membres de la famille, vous saurez aussi là où vous pouvez faire des progrès. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas changer, qui est notre génome. Nos gènes sont ce qu'ils sont et cela on ne peut pas les changer. Par contre, les facteurs de risque qui jouent sur les gènes, alors cela on peut les changer, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Alors on fait une journée nationale de la fibrillation atriale parce que c'est un vrai enjeu de santé publique. C'est le trouble du rythme le plus fréquent. Il y a plus de 600 000 personnes en France qui sont en fibrillation auriculaire. Beaucoup ne le savent pas. Et le risque principal de la fibrillation auriculaire, c'est l'accident vasculaire cérébral. Et d'ailleurs, le diagnostic du trouble du rythme est souvent fait devant un accident vasculaire cérébral qui peut être une hémiplégie massive d'emblée. Et donc, bien évidemment, si on avait connu ce trouble du rythme avant, on aurait pu faire la prévention. Le dépistage de la fibrillation atriale est facile. Ça se fait par la prise de pouls, par exemple sur les carotides. En quelques secondes, on est capable de dire si le rythme est régulier ou pas. Et donc, c'est un signe d'alerte assez facile à dépister pour les patients. La deuxième chose, le diagnostic, il est affirmé par l'électrocardiogramme. Ça, c'est un peu plus compliqué parce que le temps d'avoir l'électrocardiogramme, souvent, la fibrillation auriculaire a pu s'arrêter.
mais il y a maintenant des tas d'objets connectés qui permettent de dépister la fibrillation atriale, que ce soit des montres connectées, des smartphones avec une interface d'électrode. Donc on va, dans cette journée, apprendre aux gens à dépister leur fibrillation atriale et, en cas de détection positive, de prendre les mesures qui s'imposent en termes de prévention. La journée nationale va se produire dans une dizaine de centres hospitaliers en France qui ont accepté de participer à cette première édition. Et ça sera le 12 décembre. Et donc le grand public, les patients peuvent aller s'informer, s'éduquer et se faire dépister dans ces 10 sites en France. Nous sommes impliqués comme cardiologues praticiens dans la prise en charge des patients souffrant de fibrillation atriale au quotidien. Ce sont donc des patients qui ont des symptômes, souvent quand ils viennent à l'hôpital, et qui sont à risque de complications cardiaques, thromboemboliques artérielles, d'insuffisance cardiaque. Et puis la fibrillation atriale, c'est la première cause d'arythmie cardiaque, touchant en particulier le sujet âgé. Et également, c'était également la première source cardiaque d'infarctus cérébral. Bref, dans un hôpital dans lequel il y a un service de cardiologie, un service de neurologie avec un tropisme vasculaire en particulier, assez naturellement, nous prenons en charge ces patients. Et enfin, nous avons un intérêt dans la recherche concernant ces patients. Nous essayons de caractériser avec d'autres, comme d'autres, le risque thromboembolique artériel et le risque hémorragique au travers de la caractérisation du profil clinique, biologique, échographique, morphologique. Et nous travaillons en particulier sur cette notion vraiment passionnante qui est qu'en amont de la fibrillation atriale, il y aurait une dysfonction atriale que l'on appelle de façon brutale cardiomyopathie atriale. Et donc peut-être que l'on peut espérer dans un proche avenir interférer avec cette dysfonction atriale pour en quelque sorte prévenir la fibrillation atriale et donc a fortiori ses complications. Un patient sur deux qui a une fibrillation atriale est asymptomatique. Donc il y a un vrai problème puisque ces patients sont exposés au même risque thromboembolique artérielle, d'insuffisance cardiaque. Et donc il y a urgence d'une détection la plus précoce possible de cette fibrillation atriale. Et aujourd'hui, puisqu'un patient sur deux est asymptomatique, il faut donc des outils qui permettent de reconnaître la fibrillation atriale. Alors il y a des grandes publications qui ont été faites récemment avec la montre connectée, et donc on avance dans cette direction. Et puis il y a des tas de moyens autres qui ont été développés, des gilets, des dispositifs non implantés, externes, connectés, qui permettent donc à distance de faire le diagnostic de fibrillation atriale. Il faut que tout le monde se souvienne que le risque étant le même pour une fibrillation asymptomatique, il y a donc une justification et une nécessité à détecter la fibrillation atriale alors même que le patient ne la ressent pas. Et enfin, dans les services de neurologie vasculaire, malheureusement, dans la moitié aux 2 tiers des cas, lorsqu'un patient a présenté un AVC lié à une fibrillation atriale, eh bien celle-ci n'était pas connue. Vous imaginez qu'on arrive donc en quelque sorte, malheureusement, après la bataille. Donc, les objets connectés qui permettraient de détecter de façon ultra précoce la fibrillation atriale seront les bienvenus. Alors la fibrillation atriale en France est le trouble du rythme le plus fréquent, avec une prévalence qui est liée à l'âge, puisque c'est moins de 0,2% moins de 55 ans, mais ça devient important au-dessus de 65 ans, ça touche 3% des gens, et au-dessus de 80 ans, ça touche 10% des gens. Alors pourquoi c'est important? Parce que c'est un tueur silencieux. La fibrillation atriale va participer à la survenue d'accidents vasculaires cérébraux. C'est une des causes les plus fréquentes, avec des accidents vasculaires cérébraux qui le plus souvent sont plus sévères qu'avec les autres causes d'accidents vasculaires cérébraux. Alors nous sommes très heureux de participer à cette journée, puisque le but c'est d'informer le public, la population, donc ça va être probablement des familles de patients, des personnes qui habitent dans le quartier, qui vont venir comprendre ce que c'est que cette arythmie. Et nous, c'est important d'avoir ce rôle d'information au public et d'aider au dépistage de ce trouble du rythme qui est quand même très fréquent et insuffisamment dépisté. Alors cette journée de dépistage va se dérouler entre 13h et 17h. Il y aura 2 conférences interactives d'explications sur le trouble du rythme, ses conséquences, les traitements et comment le dépister. Et puis il y aura des séances de dépistage en entretien individuel ou par petits groupes, dépistage de l'arythmie par la prise de pouls et les outils connectés, et aussi l'information aux patients, la remise d'un document pour que les patients ou le public repartent avec des documents d'information.
La fibrillation atriale peut occasionner des palpitations, c'est-à-dire la sensation de cœur qui bat dans la poitrine, où les patients le décrivent très bien, ils ont l'impression que leur cœur s'emballe ou en tout cas qu'il ne bat pas comme d'habitude ou de façon irrégulière. Et où la fibrillation atriale peut également être dépistée à l'occasion de complications qui sont l'insuffisance cardiaque ou l'AVC. Effectivement, lors d'un épisode d'insuffisance cardiaque, on peut être amené à dépister de la fibrillation atriale qui est à l'origine de l'épisode d'insuffisance cardiaque. Et pareil, de la même façon, on a des patients qui viennent pour un AVC et dans le bilan de l'accident vasculaire cérébral, on peut être amené à dépister de la fibrillation atriale. Tout l'enjeu de la fibrillation atriale, c'est qu'on estime, alors le chiffre n'est pas très clair, mais qu'il y a 20 à 40% de fibrillations atriales qui ne sont pas dépistées parce qu'elles sont asymptomatiques, c'est-à-dire que les gens la supportent très bien, ne la ressentent absolument pas. On dépiste facilement la fibrillation atriale par un simple électrocardiogramme où c'est extrêmement simple, j'en ai un sous les yeux, où c'est extrêmement simple, sur cet électrocardiogramme on voit très bien que quand on est un peu initié, que le tracé s'inscrit en fibrillation atriale, mais encore faut-il avoir l'électrocardiogramme au moment où on fait l'épisode de fibrillation atriale et c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que la fibrillation atriale peut ne pas être permanente et juste intermittente. Et tout l'enjeu est d'être au bon moment pour faire l'électrocardiogramme pour la fibrillation atriale. Ce qui fait qu'il y a des outils qui ont été développés pour dépister la fibrillation atriale, notamment des enregistrements d'électrocardiogramme sur 1 voire plusieurs jours. On peut aller jusqu'à 21 jours voire 1 mois où le patient, quand on suspecte fortement une fibrillation atriale, porte un petit holter ECG et enregistre la fréquence cardiaque en permanence. Et le but de ce holter ECG est donc de dépister de la fibrillation atriale intermittente. On a également plus récemment dans notre arsenal de diagnostic de fibrillation atriale éventuellement des outils connectés comme par exemple il y a maintenant des montres connectées qui permettent de faire un électrocardiogramme. Alors ce serait juste une ligne d'électrocardiogramme, mais ça nous suffit en fait pour dépister la fibrillation atriale. Et donc comme on a la montre en permanence, eh bien, on peut se permettre de la faire, par exemple, faire un électrocardiogramme tous les jours ou de le faire quand on a l'impression que le cœur palpite, mais on n'en est pas trop sûr. Hop, on peut appuyer sur un bouton de la montre connectée. Et puis j'ai aussi cet outil-là qui s'appelle un Cardia mobile et qui est relativement abordable en termes de coût et qui me permet de faire, donc qui permet à la personne qui l'utilise de faire un électrocardiogramme en mettant ses doigts comme ça sur les 2 électrodes et d'envoyer ensuite le tracé enregistré sur une boîte mail d'un cardiologue ou d'une personne qui qui a les compétences pour dépister la fibrillation atriale. Quand on prend son pouls, c'est un geste qui permet de détecter des arythmies cardiaques. Et ces arythmies cardiaques, on le sait, peuvent être à l'origine d'un accident vasculaire cérébral. Alors, comment est-ce qu'on prend son pouls? Pour prendre son pouls, c'est assez simple. Il suffit de prendre son index et son majeur, de le mettre au niveau de la petite gouttière qu'il y a sous le pouce, et vous allez pouvoir sentir une pulsation qui est finalement votre rythme cardiaque. L'autre façon de le prendre, c'est au niveau de la carotide, avec 3 doigts, le majeur, l'index, la lunaire, juste à côté de la trachée. Vous pouvez là aussi sentir les pulsations. Et il faut compter, il faut prendre une minuteuse et compter le nombre de pulsations ressenties en 1 minute. Alors vous pouvez les compter pendant 15 secondes et multiplier par 4. Vous aurez alors votre fréquence cardiaque par minute. Et ce qui est important, au-delà même du chiffre de la fréquence cardiaque, c'est de savoir si c'est régulier ou irrégulier. Et ça, il n'y a pas d'autre façon de le savoir que de prendre son pouls lorsqu'on ressent des palpitations. On dit habituellement qu'un pouls normal doit être compris entre 50 par minute et 100 par minute. Au-delà de 100 par minute, on va parler de tachycardie, le rythme cardiaque est trop élevé. Et puis en dessous de 50 par minute, il est trop lent. Alors c'est vrai que chez les personnes très sportives, au repos, on peut avoir une fréquence cardiaque qui descend un petit peu, mais jamais en dessous de 40. Et à l'inverse, si la fréquence cardiaque peut bien sûr monter très haut quand on fait un effort, au repos,
elle ne doit pas dépasser 100 par minute, et si elle le dépasse, c'est probablement qu'il y a un trouble du rythme cardiaque, une anomalie de l'électricité au niveau du cœur, qui doit vous amener à consulter un docteur. Alors, la première cause de palpitation, c'est-à-dire lorsqu'on ressent son cœur se contracter, vous savez, tous au repos, on ne sent pas notre cœur battre. Quand on le sent battre, finalement, c'est ça qu'on appelle des palpitations. Eh bien, bien sûr, ça peut être de l'arythmie cardiaque. C'est le moment où le cœur bat de façon rapide et irrégulière. C'est l'une des causes les plus fréquentes de palpitations et qui doit amener à consulter un médecin. L'arythmie cardiaque, c'est le fait qu'au niveau des oreillettes du cœur, il y ait un processus de vieillissement de ces oreillettes et des anomalies de l'électricité qui font que ces oreillettes se contractent de façon très rapide et ces contractions très rapides entraînent des contractions irrégulières du cœur. Comme elles se contractent de façon très rapide, le sang stagne dans ces oreillettes et quand le sang stagne, eh bien, il forme un caillot. Et donc c'est ce caillot qui peut partir dans les artères à destinée du cerveau et boucher une artère du cerveau, entraînant un accident vasculaire cérébral. D'où l'intérêt de prendre son pouls lorsqu'on a des palpitations et voir si ce pouls est trop rapide ou irrégulier, ce qui pourrait indiquer le fait que vous faites de l'arythmie cardiaque. Les causes de fibrillation atriale sont déjà mal connues. On peut faire des études d'association générale pour trouver des facteurs prédisposants. Et ça, on sait des facteurs prédisposants à la fibrillation atriale. Le premier étant l'âge. Donc c'est un facteur non modifiable, donc on ne peut pas y faire grand-chose. L'autre grand facteur, c'est l'hypertension. L'hypertension artérielle, donc ça c'est très fréquent. Et effectivement, le fait d'avoir une hypertension artérielle mal traitée peut entraîner donc un risque de fibrillation atriale. Ensuite, on a des causes prédisposantes de maladies cardiovasculaires en général, comme le diabète ou l'obésité, qui sont aussi retrouvées dans la FA. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les facteurs prédisposants. Après, la cause en soi, on considère que la FA, c'est une association d'un substrat, donc un terrain, un terreau, un terrain qui soit prédisposant. Ensuite, d'une gâchette, c'est-à-dire un élément déclenchant qui va entraîner donc, un circuit de micro-réentrée et entraîner cette fibrillation atriale qui est en fait un circuit qui tourne dans l'oreillette. Et ensuite, une modulation, le fait que ça se maintienne et que du coup, ça devienne plus ou moins chronique et ça fait que ça reste et ça devient un problème de maladie. Donc le substrat, c'est le terrain. On peut avoir un cœur sain. On retrouve de la fibrillation atriale chez des gens qui n'ont pas de maladie cardiaque, avec différentes pathologies que je vais évoquer. Et bien sûr, on a très fréquemment, quand on a un cœur malade, de maladies cardiaques valvulaires, coronaires ou autres, à ce moment-là, une des complications de la maladie cardiaque qui devient de l'AFA. Voilà, ça, c'est un cas particulier. Mais disons plus généralement, chez les gens qui n'ont pas de problème cardiaque, on a plusieurs facteurs déclenchants possibles. On a un facteur déclenchant classique qui est un toxique, qui est l'alcool. Alors, ce n'est pas l'alcoolisme chronique ou mondain, ou on va dire 1 ou 2 verres de vin par jour, c'est plutôt l'alcoolisme aigu, donc, et notamment chez les jeunes. Donc, les fortes consommations d'alcool en week-end peuvent entraîner donc, des épisodes d'arythmie qu'on voit régulièrement aux urgences. Donc, l'alcoolisme aigu, donc forte dose ingérée d'alcool, c'est un facteur de risque. Ensuite, on a des infections. Les infections globales, virales, bactériennes, les myocardites qui peuvent donner des anomalies cardiaques et de l'arythmie. On a des causes endocriniennes et des règlements de la thyroïde, donc les hyperthyroïdies qui peuvent entraîner donc, de l'arythmie. Et les causes surrénaliennes, on a cette glande au-dessus des reins, 2 glandes qui sont les surrénales, qui contrôlent l'adrénaline entre autres. Et donc des maladies de ces glandes peuvent entraîner des anomalies des hormones, et ces anomalies des hormones accélérer le rythme cardiaque et entraîner de l'arythmie. Donc ça, c'est des facteurs déclenchants. Et donc, dans les facteurs aussi déclenchants, on a le mécanisme qu'on dit vagal, c'est-à-dire le moment où on a le nerf vague qui commence à prendre le dessus et qui entraîne donc des malaises, des prodromes qui peuvent être soit spontanés, qu'on appelle le malaise vagal, soit les malaises vagales post-effort, par exemple. Et donc, c'est une situation qui peut entraîner de l'arythmie. Et à l'inverse, on a l'AFA catécholergique, donc c'est les poussées d'adrénaline. Et donc là, c'est de la douleur, le stress aigu, des événements importants qui peuvent entraîner donc, des décharges d'adrénaline et donc donner de l'arythmie. Donc voilà, donc c'est une combinaison, encore une fois, de substrats, de facteurs déclenchants, donc un terrain disposant, des facteurs déclenchants et des facteurs qui vont maintenir cette arythmie.
Ensuite, il y a des cas isolés chez les gens qui ont un cœur sain, qui vont bien, d'arythmie, ça arrive aussi, avec probablement des causes génétiques. Et on connaît aussi des causes génétiques familiales qui peuvent être identifiées, mais c'est plus rare. Alors la fibrillation atriale, ça fait stagner le sang dans le cœur, hein, puisque c'est le cœur les oreillettes qui se contractent très vite, donc le cœur, le sang stagne à l'intérieur, et ça a tendance à faire des petits caillots, notamment dans une petite cavité qui s'appelle l'auricule, et ces petits caillots de sang, parfois ils sortent et ils vont migrer, et puis ils s'arrêtent dans le cerveau, et ça crée ce qu'on appelle des accidents vasculaires cérébraux. Donc les anticoagulants, ça fluidifie le sang, et ça empêche justement la formation de ces caillots dans le contexte de la fibrillation atriale. Alors historiquement, les traitements anticoagulants qui ont été découverts dans les années 40, c'est la warfarine, donc c'est un anti-vitamine K. La vitamine K, c'est une vitamine qu'on trouve partout, notamment dans les légumes, la salade, les pommes de terre, enfin bref. Et c'est un médicament, c'est une vitamine qui est indispensable à la synthèse des facteurs de la coagulation. Et donc quand on la bloque, eh bien, ça diminue la synthèse des facteurs de la coagulation et donc ça fluidifie le sang. Et c'est ce qu'on met dans nos caves, la mort au rat. Maintenant, on a des nouveaux anticoagulants donc, qui ne passent pas par la vitamine K, mais qui bloquent directement certains facteurs, et notamment le facteur 10. Donc l'intérêt par rapport aux antivitamines K, c'est que eh bien, ce sont des médicaments qui ont un effet beaucoup plus stable et plus prévisible. Donc il y a moins de fluctuations, et donc il n'y a pas besoin de surveillance de la fluidité du sang. Et c'est des médicaments qui sont mieux tolérés que les antivitamines K et qui sont plus efficaces. Mais par contre, il peut y avoir des accumulations, notamment chez les gens qui ont des insuffisances rénales. Donc on surveille la fonction rénale 2 ou 3 fois par an. Voilà. Alors en ce qui concerne les habitudes de vie, quand on est sous anticoagulant, le sang est plus fluide et donc on est plus à risque de faire des hémorragies. Donc il faut avoir une carte de porteur d'anticoagulant pour signaler qu'on est porteur qu'on prend ces médicaments. Hein, lorsqu'on a des accidents de la voie publique, il faut que les gens sachent qu'on a ces traitements. Et puis pour les gens qui font certains métiers qui sont exposés à des contraintes mécaniques ou des accidents potentiels mécaniques, ça peut changer le poste professionnel. Et pour les sportifs, les sports mécaniques sont contre-indiqués, hein, c'est-à-dire tout ce qui est moto, et puis les sports où il y a un risque de contact direct, en particulier le rugby, la boxe, eh bien, il y a des précautions à prendre, voire des contre-indications définitives. L'arythmie et la maladie coronaire, c'est un problème fréquent dans les unités d'hospitalisation et également chez le cardiologue traitant, puisque 10% des patients coronariens qui vont être traités pour leurs artères coronaires vont également faire de l'arythmie. Et cette arythmie, cette fibrillation atriale, elle peut être avant ou après le problème coronaire. Elle pose un problème de management du traitement, donc de ces traitements fluidifiants sanguins, les antithrombotiques, puisque d'un côté on a la maladie coronaire pour laquelle il faut des antiagrégants cibles dans les plaquettes pour éviter la récidive, boucher un stent ou refaire un infarctus, et donc c'est basé sur l'aspirine et le clopidogrel en général. Et de l'autre côté, on a le traitement anticoagulant pour l'arythmie, la fibrillation atriale, éviter de faire un caillot au niveau du cœur et de faire l'accident vasculaire cérébral. Donc idéalement, il faut combiner tous ces médicaments pour éviter le risque de coagulation, mais l'inconvénient, c'est l'augmentation du risque des hémorragies, puisque tous ces traitements augmentent également les hémorragies. Donc grâce à des belles études récentes, on a maintenant des solutions pour les cocktails de traitement, et on sait qu'il faut associer tel ou tel médicament pour traiter les deux maladies, avec des durées qui sont bien codifiées maintenant, des doses également qui sont bien codifiées, et je pense qu'on a fait de grandes avancées dans le traitement de cette maladie qui était double maladie, qui était difficile à traiter pour les cardiologues en général. Un choc électrique, ça consiste à envoyer un courant de haute énergie au niveau de la poitrine de manière à pouvoir resynchroniser toutes les cellules cardiaques pour restaurer le rythme normal. On a l'appareil de défibrillation, donc le défibrillateur externe. Donc on voit ici, on a l'écran qui permet de monitorer le patient de manière à objectiver l'arythmie. Une fois que le patient est endormi par l'anesthésiste, on va charger l'appareil, donc on va mettre l'appareil sur on, on va sélectionner l'énergie à délivrer, on peut mettre plus ou moins d'énergie, l'appareil va charger, on entend le petit bruit strident. Une fois que la charge est prête, on va
prendre les palettes et on va délivrer le choc électrique en s'appliquant sur le torse du patient, faisant en sorte que les palettes prennent l'oreillette dans leur champ. En appuyant comme ça, on va délivrer l'énergie de manière à restaurer le rythme normal. Donc c'est une technique qui s'adresse aux patients qui sont atteints de fibrillation atriale. C'est des patients qui sont en général symptomatiques, pour lesquels l'arythmie perdure sans s'arrêter toute seule. Donc dans ce cas-là, pour proposer aux patients de restaurer le rythme normal, on va proposer soit un traitement médicamenteux, si le traitement médicamenteux ne marche pas ou si les patients sont déjà au long cours sous traitement médicamenteux, on peut faire un choc électrique qui va permettre de restaurer le rythme normal et charge au traitement médicamenteux et aux médecins de trouver un médicament qui permette de maintenir le rythme sinusal, le rythme normal au long cours, au décours de la cardioversion. Alors c'est un acte qui peut se faire à n'importe quel moment de l'histoire de la fibrillation atriale chez les patients. Ça peut être fait dans un premier temps chez un patient qui vient consulter la première fois pour une fibrillation atriale symptomatique. Ça peut être un patient qui malheureusement va récidiver de sa fibrillation après une procédure d'ablation, dans la mesure où c'est des patients qui sont symptomatiques et pour lesquels le traitement médicamenteux ne permet pas de contrôler les symptômes. Alors les résultats du traitement par choc électrique sont très bons, c'est-à-dire qu'on a à peu près 90% de succès de restauration du rythme normal. Après, la problématique, c'est pas tellement de restaurer le rythme normal, c'est d'arriver à faire en sorte que le rythme normal perdure, d'où l'intérêt des traitements médicamenteux. La fibrillation atriale, ça peut se traiter par des méthodes interventionnelles endovasculaires, c'est-à-dire qu'on passe par les vaisseaux pour arriver dans le cœur, et ça peut se traiter aussi par des méthodes chirurgicales et ou hybrides, c'est-à-dire qu'on utilise les deux méthodes, endovasculaires et chirurgicales. Les indications de ça dépendent de la gravité de la fibrillation atriale et de la durée que les gens ont passé en fibrillation atriale. Alors les techniques endovasculaires, sur le plan du matériel qu'on utilise, ça peut être une intervention au froid, de la cryoablation, et ça peut être une intervention qu'on fait avec de la radiofréquence, qui est comme un bistouri électrique déporté au bout d'une sonde à l'intérieur du cœur. Les interventions chirurgicales, elles utilisent un abord chirurgical qui est fait le plus souvent par vidéothoracoscopie, c'est-à-dire juste un petit point de ponction sur le côté gauche du thorax et ou sur le côté droit, et qui permet au chirurgien d'aller brûler avec de la radiofréquence par l'extérieur du cœur. Et puis c'est complété lorsqu'on fait une intervention hybride par une intervention endovasculaire qu'on fait avec de la radiofréquence. Alors les interventions endocavitaires, elles sont réservées aux gens qui ont de la fibrillation atriale qui n'est pas permanente, surtout pas permanente depuis longtemps, et chez qui les oreillettes gauches, en particulier l'oreillette gauche, n'est pas trop dilatée. En général, on réserve les interventions chirurgicales aux patients qui ont eu plusieurs années en fibrillation atriale permanente. Et les patients qui ont de la fibrillation atriale, ce qu'on appelle paroxystique, c'est-à-dire qui va et qui vient, qui s'arrête toute seule, ou avec des traitements, ceux-là sont d'excellents candidats pour une ablation endovasculaire, surtout s'ils n'ont pas passé des années à avoir des épisodes de fibrillation atriale. Quand on s'attaque à de la fibrillation atriale, ce qu'on appelle sur cœur sain, c'est-à-dire que les patients n'ont pas passé des années avec de la fibrillation atriale, le taux de succès est de l'ordre de 80%. Et quand plus on avance en durée de fibrillation atriale, plus les épisodes sont longs, plus ils sont fréquents, moins le taux de succès est important, et donc on arrive vers des taux de 60, 70 et parfois moindres pour l'ablation endovasculaire, et c'est pour ça qu'on va finir par proposer à ces patients qui sont de mauvais candidats pour l'ablation endovasculaire de passer à l'étape chirurgicale ou hybride. Technique chirurgicale, c'est de l'ordre de 80% aussi, mais c'est une technique qui est plus lourde, bien sûr, chirurgicale et surtout hybride, qui marche mieux même que la technique chirurgicale isolée. Alors l'ablation de fibrillation atriale est réservée aux patients qui ont des symptômes qui peuvent être très variables, allant des palpitations jusqu'à l'insuffisance cardiaque dans les formes plus sévères de ce qu'on appelle de cardiopathie rythmique. Donc vraiment réservé à des patients qui sont avec des symptômes, soit malgré un traitement antiarythmique bien conduit, quotidien, donc après échec de ce traitement, soit en alternative au traitement antiarythmique si c'est le souhait du patient de ne pas prendre de traitement au long cours. La technique consiste à monter un cathéter par la veine fémorale jusqu'à l'oreillette droite, à réaliser ce qu'on appelle une ponction transseptale à l'aide d'une petite aiguille qui permet d'amener le matériel, une sorte de long tuyau qui s'appelle une gaine, dans l'oreillette gauche pour pouvoir délivrer le traitement au niveau des veines pulmonaires. En fait, il faut isoler 4 veines pulmonaires du reste de l'oreillette gauche, soit par cautérisation par le chaud,
soit par cautérisation par le froid, un petit peu comme on brûlerait une verrue, la cryoablation. Alors l'intervention est considérée comme une intervention un peu longue, mais en 10 ans, les temps de procédure se sont réduits de plus de la moitié, avec des temps de procédure qui peuvent être durer entre 1 heure et 1 heure et demie en moyenne, quand on parle du temps passé dans l'oreiller de gauche. Voilà. Après, ça dépend, si on déclenche d'autres arythmies, ça peut durer un petit peu plus longtemps, mais grosso modo, entre 1 heure et demie et 2 heures, 2 heures et demie en moyenne. Alors les suites post-opératoires, consistent à surveiller le patient pendant 1 à 2 nuits post-opératoires, donc en tout une hospitalisation de 3 nuits à peu près, vu que le patient rentre souvent la veille. Et puis le suivi est centré sur la surveillance du point de ponction fémoral, vérifier qu'il n'y ait pas d'hématome chez un patient anticoagulé. Et puis vérifier aussi l'échographie cardiaque, vérifier qu'il n'y ait pas d'épanchement autour du cœur. Le patient sort ensuite avec la possibilité de marcher sans trop forcer, sans porter de charge lourde pendant 15 jours. Mais dès le lendemain de l'intervention, il est levé et il peut marcher sans problème. Alors les résultats attendus de l'ablation de la fibrillation atriale sont de l'ordre de 70 à 80% de succès, c'est-à-dire sans antiarythmique, après arrêt complet des antiarythmiques. Il faut parfois refaire une intervention dans moins d'un tiers des cas pour pouvoir arriver à ce succès de 80% et pouvoir arrêter définitivement les antiarythmiques. Ce succès est d'autant plus élevé qu'on va traiter un patient au début de la maladie de la fibrillation atriale et que le patient est jeune, avec une oreillette non dilatée et pas de maladie cardiaque sous-jacente. Le taux de succès attendu après 75 ans est sans doute moindre, peut-être plus aux alentours de 60-70%. Et voilà, plus on avance en âge, plus le taux de succès diminue et également les risques d'une anesthésie générale et d'une intervention sous anticoagulant augmentent. Et donc c'est pour ça qu'il faut proposer le plus tôt possible cette ablation aux patients qui restent gênés malgré les traitements. Je suis donc dynamique, je vis à 200 à l'heure. Ce que je peux faire le jour, je ne le fais pas le lendemain. Et puis en 2002, une petite grosse bronchite. Donc je vois pour la première fois un cardiologue. Et là, on me découvre une sténose. Bon, sténose, on est traité par médicaments, Plavix. Et puis je reste comme ça. Et puis je suis très suivie à la Salpêtrière ensuite par le professeur Montalesco, que je remercie d'ailleurs au passage pour tout ce qu'il fait. Et en 2015, je fais 3 crises d'angor. Et là, on décide de refaire une coronarographie avec M. Montalesco. Et là, on découvre une sténose au tronc commun sur une coronaire. Donc, on met un stent. Et j'ai quand même régulièrement, depuis, je vais dire 2010, beaucoup d'extrasystoles. Genre de fibrillation, le cœur qui vibre un peu. Je dis fibrillation, c'est peut-être pas le terme, mais je pense que c'est ça. Palpitations. Et de là, je souhaitais avoir un enregistrement. Et il existe un petit appareil extraordinaire qui me permet de faire un électrocardiogramme à la maison ou partout où je suis. Et je peux l'envoyer à mon cardiologue qui le lit et qui me dit si c'est fibrillation ou pas. Déjà, l'appareil le dit, mais M. Montalesco préfère relire au cas où il y ait autre chose qui ne serait pas visible. Donc, vous achetez cet appareil qui s'appelle Cardia Livecor. Vous le mettez sur votre téléphone portable. Vous avez toujours sur vous ce petit boîtier qui vous permet d'enregistrer. Vous le posez devant, vous posez bien vos bras à plat, vous mettez enregistrer votre CG, vous appuyez, et il faut attendre 30 secondes, le temps que l'électrocardiogramme se fasse. Et voilà. Vous avez un premier diagnostic qui dit aucune anomalie du rythme, ou quelquefois fibrillation auriculaire possible. Vous avez vos battements cardiaques et vous pouvez l'envoyer par mail à votre cardiologue, qui lui va vous renvoyer la réponse suivant ce qu'il analyse. Très pratique, c'est toujours sur moi, facile à emmener avec son téléphone. Voilà, ça c'est ce qui m'aide à relativiser un peu cette sensation de fibrillation qui n'est pas encore
tout à fait déterminée. Donc je suis sous Sotalex, mais c'est vrai de savoir qu'on fait peut-être une EFA qui n'est pas diagnostiquée à 100%, qui est par petites portions. On se dit, les risques majeurs, c'est l'AVC. Alors bon, on fait attention, et puis le jour où je pense que ce sera un peu plus violent, un peu plus long peut-être, eh bien on prendra un anticoagulant, mais pour l'instant on n'en est pas là. Je ne prends pas encore de traitement qui serait l'anticoagulant parce qu'il n'y a que ce médicament-là qui nous enlève les risques d'AVC quand on est en FA. Dans la mesure où je ne suis pas en FA continuellement, donc je suis très suivie. Pour cela, j'ai simplement du Sotalex qui est un bêta-bloquant, qui aide quand même à diminuer l'extrasystole, l'arythmie, je ne sais pas. Et en attendant que bien, ça se déclare un peu plus fortement, je pense que c'est ça. Donc je suis très suivie, je fais des tests d'effort, je fais des enregistrements. Qu'est-ce que je fais encore? Je fais des holters de 21 jours, 2-3 fois par an, 2 fois par an sûr. Voilà, très suivi, puis je vois M. Montalesco 2 fois par an. Et quand j'ai quelque chose qui ne va pas, on avise. Bien, écoutez, ce qui se passe, c'est que je sens des extrasystoles assez fortes. Je sens aussi comme des vibrations qui ne durent pas, qui actuellement, en toussant, s'arrêtent. Mais un jour, ça ne s'arrêtera peut-être pas, c'est ce qu'on me dit. Et des sensations, pas de malaise, mais pas bien, quelque chose qui gêne ici. On sent bien que le rythme n'est pas le même. Et lorsque je prends le pouls, je me rends compte que le rythme n'est pas du tout normal. C'est pour ça, aussitôt, je fais un enregistrement d'un électrocardiogramme. Eh bien oui, mes habitudes de vie changent, bien évidemment, parce qu'on vit cool, tranquille, et je reconnais que quand on vous dit vous risquez de faire de l'AFA, qu'on sait que c'est un risque, je répète, d'AVC, qui est quand même quelque chose de très grave, eh bien on a quand même un peu l'épée de Damoclès dans la mesure où on n'est pas traité. J'ai pas envie d'être sous anticoagulant si c'est pas nécessaire. D'un autre côté, j'aurais très envie de l'être, puisque je sais que ça serait rassurant. Et dans ce cas, je ne risquerais pas de faire un AVC, tout au moins les risques seraient amoindris. Voilà. Donc je vis cool quand même, mais dès que j'ai un symptôme, douleur un petit peu thoracique, même si elle est rhumatismale, je me dis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le cœur? Voilà. On ne vit plus aussi cool, on ne vit plus de la même manière. Je suis musicien classique, je joue dans un orchestre symphonique, et depuis maintenant peut-être une trentaine d'années, j'ai des problèmes rythmiques, d'arythmie cardiaque. Et depuis 20 ans, je suis allé voir un cardiologue qui m'a prescrit un traitement de flécaïne, qui était un palliatif dont je me suis accoutumé et qui fait qu'au bout d'un certain temps, on ne pouvait plus augmenter la dose puisqu'on était arrivé au maximum et j'étais donc très dépendant de ce médicament qui me stressait énormément. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer un cardiologue de la Pitié qui en 2006 m'a proposé une ablation de l'extrasystole interne que j'ai dû recommencer 1 an plus tard parce qu'il y avait des récidives. Et 10 ans après, le traitement a été considéré comme extrêmement efficace. Depuis 2 ans, il y avait une tendance à une récidive et il y a à peu près 1 an, c'est-à-dire mettons vers le mois d'octobre 2018, j'ai commencé à ressentir une permanence d'arythmie qui s'avère être de la fibrillation auriculaire. Donc j'ai repris rendez-vous avec mon cardiologue qui, en mars dernier, a constaté que j'avais une fibrillation installée trop importante pour ne pas réagir. Et donc ils m'ont tout de suite proposé une opération hybride pour avoir une meilleure efficacité sur ce problème. Ce patient a 59 ans, a une histoire assez démonstrative de l'histoire de la maladie de la fibrillation atriale, puisqu'en fait, dans les années 2000, il était gêné par des extrasystoles atriales qui ont évolué en salve et vers de la fibrillation atriale qu'on appelle maintenant paroxystique sur cœur sain. La première ablation en 2006 a ciblé les veines pulmonaires initiatrices, donc pas forcément toutes les veines pulmonaires. Les veines pulmonaires droites étaient réputées pour être silencieuses chez lui, donc elles n'ont pas été traitées.
Et par la suite, il a présenté assez rapidement une récidive qui a motivé une ablation en 2007 plus étendue sur l'ensemble des veines pulmonaires droite et gauche, qui a permis d'avoir une accalmie pendant près de 10 ans. Et puis il a été revu par son cardiologue et son rythmologue traitant en début d'année, avec des symptômes qui le gênaient régulièrement dans son travail, dans la vie quotidienne et dans les efforts. Et on a trouvé une fibrillation atriale qui était cette fois installée, une forme persistante, donc une forme un peu plus difficile à traiter, pour laquelle on a besoin de faire souvent des chocs électriques ou des réinterventions parfois multiples. De ce fait-là, étant donné que l'oreillette gauche était un petit peu dilatée et que la gêne était présente, on a voulu lui proposer une technique avec les meilleures chances de réussite, peut-être plus agressive, mais essayer de faire une procédure one-shot, donc en faisant dans la même journée une technique hybride. Donc ça se fait au bloc de chirurgie cardiaque cette fois et pas en salle de cathétérisme. Et on réalise, donc le chirurgien réalise dans un premier temps une thoracoscopie, donc avec un système vidéo et des outils à distance télescopique qui permettent d'utiliser des outils plus puissants de radiofréquence à la surface du cœur. On appelle ça l'épicarde. Ce qui va nous permettre, nous, rythmologues, de compléter par l'intérieur les lésions qui seraient incomplètes. Donc on fait une sorte de ceinture en avant des veines pulmonaires pour isoler l'ensemble du massif atrial postérieur du reste de l'oreillette. Donc ça a permis d'avoir, après ce temps chirurgical, un très gros dégrossissement du travail, qui en plus a été complété par une fermeture de l'auricule gauche, par voie épicardique, donc par la surface, donc qui ne laisse pas de prothèse, pas de matériel métallique dans l'oreillette gauche. Ceci nous a permis plus tard, donc plus de 6 mois après, quand on a revu le patient et que le rythme était bien sinusal, d'arrêter le traitement anticoagulant. Le patient avait un peu de risque thromboembolique et en plus, la zone où se forment les caillots est exclue, donc on est très confiant là-dessus. Et après l'intervention, pendant l'intervention, on a complété par voie interne, par la classique ablation par cathéter, qui nous a permis d'isoler ces veines pulmonaires et d'organiser la fibrillation atriale, ce qu'on appelle un flotteur, qu'on a ensuite arrêté par cautérisation dans l'oreillette droite. Et à la fin, il n'y avait plus de tachycardie déclenchable, donc on était plutôt satisfait. Les suites, c'était en chirurgie pendant quelques jours, un drain pleural qui a été retiré. Il n'y a pas eu de complications à ce niveau-là. Et donc on a pu progressivement arrêter le traitement anticoagulant et récemment arrêter les antiarythmiques. Donc on a maintenant 7 mois de recul et on pense que ça devrait se maintenir. Les symptômes que j'ai ressentis étaient donc une grande fatigue et une impression que j'étais très oppressé et je ressentais mon rythme cardiaque très irrégulier. Et je ne savais pas si c'était normal ou anormal. C'était assez difficile de se rendre compte de ça. Ça me paraissait, c'était devenu quelque chose pour moi habituel d'avoir ce rythme irrégulier, mais avec beaucoup d'essoufflement, de fatigue. Dès que je faisais un effort sportif, je pensais que je n'irais pas jusqu'au bout et c'était assez angoissant pour moi. Ma vie de tous les jours a été vraiment changée dans le sens que je me suis remis à une activité physique plus importante et dans mon travail, j'ai beaucoup moins d'angoisse, de stress, d'être capable de terminer ce que j'ai à faire ou de finir ma phrase musicale, par exemple, sans encombre. Je vais avoir 70 ans, donc j'étais enseignant pendant une quarantaine d'années et depuis 2014 je suis à la retraite. Voilà. Donc actuellement je vais bien, j'essaie d'avoir une bonne activité sportive, notamment de la gym quasiment tous les jours. Alors ce qui m'est arrivé donc au niveau de l'historique, au dernier trimestre de 2015, j'avais fait un voyage en Espagne fin septembre et en venant, j'ai eu une bronchite très importante. Et donc j'ai été voir le médecin généraliste, comme c'est normal, donc j'ai eu un traitement antibiotique, etc.
Et puis cette bronchite n'est pas passée. Donc j'ai de nouveau un traitement antibiotique, de la cortisone, et ça ne passait pas toujours, ça passait toujours pas. Et à un moment donné, vers décembre, donc 2015, je me sentis vraiment essoufflé, j'avais les pieds qui gonflaient. Et là, s'est installé, bon, pour des raisons un peu bizarres, une sorte d'errance un peu médicale, qui fait que mon problème n'a pas été diagnostiqué immédiatement. Et en fait, vers la fin de l'année, donc vers fin décembre, donc je suis retourné voir mon médecin généraliste en disant que j'allais pas bien du tout, que j'avais les pieds gonflés. Et là, elle m'a ausculté et elle s'est rendue compte que j'avais vraiment un cœur qui battait anormalement vite. J'étais environ à 150 pulsations, de façon anormale, on va dire. Donc mon médecin généraliste m'a pris un rendez-vous pour moi chez mon cardiologue de ville, qui m'a tout de suite dit qu'il fallait être hospitalisé, mais comme c'était la veille du jour de l'an, il a commencé à me dire que ça allait être très compliqué, il m'a donné un traitement. J'ai réussi à avoir un rendez-vous à l'hôpital de la Pitié, et donc j'ai été hospitalisé le 1er de l'an, 2016. Voilà. Et donc j'ai eu une coronographie, et puis ensuite un choc électrique. Et donc le choc, donc j'ai pas de souvenir évidemment, mais puisque j'étais anesthésié, mais au réveil, j'avais retrouvé un rythme cardiaque normal d'environ 70 pulsations, quoi. Alors le choc électrique, donc ça s'est passé dans la chambre, en anesthésie générale. Et voilà, bon, donc j'ai aucun souvenir par l'anesthésie qui a démarré. Et au réveil, mon rythme cardiaque était redevenu à peu près normal, quoi. Donc, voilà. Et d'après ce que les médecins m'ont dit à l'époque, il avait fallu, je crois que juste un choc avait été nécessaire pour me remettre mon cœur en rythme à 70 environ, quoi. Donc 70 battements, quoi, voilà. Et bon, au réveil, voilà, j'étais un peu euphorique au réveil, d'ailleurs, je me souviens, ça, parce qu'en fait, je pense que c'est l'anesthésie qui devait être qui doit avoir des composants euphorisants. Et j'ai vu qu'on m'a dit, voilà, que mon rythme était OK et que, bon, j'étais content, quoi. Donc, voilà. Donc après, je suis resté, je crois, 2 jours en observation. Et bon, après, j'ai donc été hospitalisé environ une semaine. Puis après, je suis rentré chez moi, avec comme conseil, bon, bien sûr, de bien suivre mon traitement. Donc à la sortie, on m'a prescrit un stage de réhabilitation cardiaque. J'ai fait ça dans un hôpital qui est pas loin de chez moi, je ne me souviens plus du nom, c'est près de la gare du Nord. Et donc c'était le matin, c'était une demi-heure de gym, une demi-heure de vélo ou de training, et aussi de la gymnastique dans l'eau. Parce que dans une piscine qui est dans cet hôpital. Donc j'ai fait ça 1 mois. Il y avait aussi entretien avec des cardiologues et entretien avec un psychologue aussi, une diététicienne. Enfin bon, j'ai trouvé que c'était très très bien fait, très, très complet. Et ça m'a fait, évidemment, j'ai eu l'impression que ça me faisait énormément de bien, d'autant plus que je ne faisais pas de sport. Et donc là, je me suis remis à faire du sport. Donc, quelque part, mon accident a été un mal pour un bien, puisque ensuite, évidemment, sur les conseils du médecin, et puis aussi parce que je me sentais bien, j'ai continué une activité sportive, quoi, voilà. Alors, donc, je prends un bêta-bloquant, un anticoagulant, un médicament pour réguler la tension et un médicament pour réguler le cholestérol, quoi, voilà. Donc, les suites, c'est que je vais bien. Mais d'après mon cardiologue, et je pense qu'il a tout à fait raison, l'arythmie est là, donc il m'a suggéré de faire une ablation atriale, voilà, qui aura lieu donc le 28 janvier. Et donc ce sera soit une exploration, soit une ablation réellement, en fonction de ce qu'ils vont voir, quoi.